L'Écosse de la fin du XIIIe siècle est une contrée assaillie par la plus grande armée de toute la chrétienté. La défaite paraît inévitable. C'est alors que surgit de nulle part l'homme qui deviendra le plus grand héros écossais de tous les temps. Il apparaît au moment où son peuple est sur le point d'être écrasé, et il va devenir pour tous les Écossais un symbole d'héroïsme et de patriotisme. William Wallace, plus connu sous le nom de Braveheart, finira par donner sa vie pour l'indépendance de son pays. Il sera toujours dans le cœur des Écossais. Il fait partie de notre héritage, de l'âme de chacun d'entre nous. De récentes découvertes nous permettent de reconstituer l'Écosse de Braveheart. Une période obscure où les châteaux et les villes fortifiées devaient résister à des armes de plus en plus puissantes. Mais également une ère empreinte de culture et d'esthétisme. En empruntant les passages secrets existant toujours, nous découvrirons une civilisation disparue, voilà plus de 700 ans. C'est là qu'on comprend l'incroyable richesse de cette période. Entrer dans l'univers de Braveheart, un monde pour lequel il a donné sa vie. Stirling, au cœur de l'Écosse, le 11 septembre 1297. Deux armées se font face sur les rives d'une rivière. D'un côté, les Anglais, la plus puissante des armées d'Europe, menée par le roi Édouard Ier. De l'autre, les Écossais, une armée réunissant les hommes de plusieurs clans. L'indépendance de leur nation repose sur l'issue de cette bataille. Les Britanniques sont 5 fois plus nombreux. La défaite semble inexorable. Mais c'est sans compter sur l'intervention de dernière minute d'un homme, William Wallace, Braveheart. Il est arrivé de nulle part. On ne sait que très peu de choses de sa vie avant son arrivée en 1297 sur ce champ de bataille. Braveheart est un patriote, décidé à vaincre et connaissant parfaitement son pays. William Wallace a choisi cette bataille en particulier pour intervenir, en raison de sa situation stratégique. Elle se déroulait près d'un pont qui était le point central de toute l'Écosse. À cet endroit, la Forth dessine plusieurs méandres. Le pont qui la traverse à Stirling est le seul point de passage entre le nord et le sud. Ce pont est un objectif stratégique. La bataille pourrait avoir une importance capitale et faire de Braveheart un héros. Ce pont de pierre a été construit bien après. Celui qui enjambait la rivière à l'origine s'est écroulé depuis longtemps. Pour bien comprendre sa situation stratégique, il faut reconstituer sa structure originale. Une équipe de chercheurs a tenté d'en découvrir les vestiges. Grâce à un équipement sommaire et en se basant sur le folklore local, ils ont réuni un certain nombre d'indices. Tout d'abord, les fondations, dissimulées par les eaux de la Forth. On peut deviner leur emplacement depuis la surface. Regardez à la surface de l'eau. Vous pouvez voir les ondulations provoquées par la pile du pont qui se trouve juste en dessous. C'est l'une des deux piles de pont que nous avons retrouvées dans la rivière et qui indique l'endroit où se trouvait le pont d'origine. Il s'agit des vestiges d'un pont à 8 piles, correspondant à celui que l'on peut observer sur le sceau de la ville, datant de l'époque de Braveheart. D'après les archives, il aurait été construit par les Romains selon des techniques déjà largement éprouvées. Chaque pile était construite grâce à un moule étanche, à l'intérieur duquel était érigé un contour en pierre maçonnée. Des gravats venaient ensuite combler l'intérieur. Les piles étaient plus étroites au sommet qu'à la base, ce qui assurait une certaine stabilité. On voit très bien sur le sceau que le tablier était en bois.
Pour supporter les passages fréquents, il a fallu en utiliser une grande quantité. À cette époque, c'est un matériau des plus coûteux. En se basant sur le coût du tablier et l'implantation des piles, on imagine que le pont était assez étroit. C'est une caractéristique que William Wallace va prendre en compte. Les Britanniques s'attendent à ce qu'ils suivent les règles de la chevalerie, en laissant à leur armée le temps de traverser la rivière avant d'engager le combat. Mais Braveheart en a décidé autrement. Les Écossais ont décidé de laisser passer un certain nombre de cavaliers ennemis sur le pont. Ils ne pouvaient s'y engager que 2 par 2. Il a donc fallu qu'ils se montrent patients. Braveheart laisse passer l'avant-garde, 2000 soldats et 100 cavaliers. Puis il passe à l'action. Poussés par le son des cornes, les Écossais se lancent farouchement dans la bataille. Ils se déploient en petites unités de quelques dizaines d'hommes, chacune formant un rempart hérissé de lances et marchent sur l'avant-garde britannique. Les Écossais ont commencé à repousser les cavaliers. Ils étaient pris au piège. Soit ils étaient empalés par les lances ennemies, soit ils tombaient à l'eau et c'était la noyade assurée. Braveheart mène la bataille depuis la première ligne. Le combat est brutal et sanguinaire. Les Écossais portent un grand coup au moral des troupes anglaises. Ça a été un véritable carnage. Sur l'autre rive, le reste des troupes devait être pétrifié de voir leurs camarades se faire massacrer. Du côté anglais, c'est la panique. Les survivants fuient, laissant les Écossais remporter la victoire. Mais les pertes sont lourdes dans les 2 camps. Le bras droit de Braveheart, Andrew Murray, est mortellement blessé. En prenant le contrôle du pont, les Écossais viennent d'écrire une page de leur histoire et de trouver leur champion. William Wallace est fait gardien du royaume d'Écosse. C'était un meneur extraordinaire. Il a redonné confiance aux Écossais. Il leur a montré qu'ils pouvaient vaincre les Anglais, les repousser hors d'Écosse et obtenir à nouveau l'indépendance de leur nation. Au fil des siècles, les témoignages sur la vie de William Wallace se sont estompés pour laisser place aux récits souvent déformés des exploits de Braveheart. Au cours de la guerre d'indépendance, de nombreuses archives écossaises ont été déplacées à Londres. Au XVIIe siècle, l'un des navires qui les ramenait à Édimbourg a sombré. Certaines de ces archives ont donc fini au fond de la mer. Faute de preuves tangibles sur les faits d'armes de William Wallace, les historiens ont dû fouiller jusque dans les égouts pour découvrir ce que pouvait être la vie au temps de l'Écosse médiévale. Des années de recherche nous ont finalement permis de reconstituer l'univers de Braveheart. Tout d'abord, son lieu de naissance. Si l'on en croit la légende, il serait venu au monde à Elderslie, devenue depuis une ville de la banlieue de Glasgow. Derek Alexander est archéologue. Il cherche à prouver que c'est bien ici que le héros a grandi. Pour cela, il doit découvrir des objets ou des vestiges datant de la bonne période, aux environs de 1270. On va aller jeter un œil derrière cette maison, dans le jardin. Je vais vous montrer un indice intéressant. Plusieurs ouvrages désignent cet endroit comme étant la demeure des Wallace, mais l'indication reste vague. Mais un fossé, situé derrière la propriété, intéresse particulièrement les archéologues. On pensait retrouver des vestiges de l'enclos de la propriété, mais on ne savait pas où. L'endroit où on avait le plus de chances d'en retrouver, c'était dans le fossé. Je vais vous montrer ce qu'on a découvert. Depuis l'époque de Braveheart, 7 siècles d'urbanisation se sont écoulés. Seule une petite parcelle de terrain est restée vierge. C'est là que Derek commence ses fouilles.
Ces pierres font partie d'un muret d'enceinte assez récent. On a creusé une tranchée juste à côté, on a remonté de nombreuses glabioles contemporaines, comme des poteries, des morceaux de verre, et en continuant à creuser, on a trouvé un autre muret qui suivait le même tracé. Derek découvre un large fossé tapissé d'argile imperméable. Cette construction épouse le tracé du fossé actuel. Il pourrait s'agir de douves. Il découvre également les vestiges d'une clôture en bois. Ces deux éléments lui font penser à des fortifications. Mais le plus important, c'est un tout petit indice qui va permettre de dater ces vestiges. On a retrouvé un fragment de poterie. Il datait du XIIIe siècle, ce qui correspond à la période qui nous intéresse, celle de William Wallace. Cette découverte était fantastique. Cet indice et quelques autres ont permis de mettre au jour l'un des lieux que Braveheart a connus. Il s'agit d'un Firm Town, un village fortifié. Plusieurs familles y vivaient. On y trouvait des forges, des granges et des étables, ainsi que de petites fermes. Tous les bâtiments étaient construits selon des critères particuliers. La qualité des ouvrages en bois est en général exceptionnelle. Elles étaient l'œuvre de grands menuisiers et charpentiers. Les toits étaient probablement largement couverts de chaume et parés d'écorce de bouleau. Il est possible qu'il y ait eu des tuiles, leur apparition étant antérieure, surtout autour des cheminées. Imaginez un bon feu l'hiver. Si la moindre cendre incandescente avait touché un toit entièrement en chaume, la maison entière aurait été dévastée par les flammes en quelques instants. Les murs étaient érigés en insérant des montants dans une poutre au sol. Puis des claies en bois, formées de branches entrelacées, étaient placées entre les montants et recouvertes de boue. Ces parois offraient une bonne isolation contre les hivers écossais. Une autre découverte confirme l'hypothèse de Derek, selon laquelle les Wallace vivaient bien dans un village fortifié. Il a repéré un cercle de pierre de 9 mètres de diamètre. Il pense qu'il s'agit des fondations d'une tour. Les douves partaient dans cette direction et dans celle-ci. Et ici, juste à l'angle, vous aviez une espèce de tour circulaire. Cet édifice pouvait servir d'abri contre les brigands, mais aussi les loups qui étaient encore nombreux à l'époque. Selon Derek, ce Firm Town était à la tête de plusieurs fermes, ce qui indique le rang social des Wallace. On a souvent tendance à dénigrer la valeur du bois, mais c'était à l'époque un signe social important. Les Wallace étaient donc probablement une famille relativement aisée, qui exhibait sa fortune à travers l'utilisation du bois comme matériau de construction, alors qu'il coûtait très cher. Braveheart n'était donc pas issu de n'importe quelle famille. Ses parents possédaient à la fois des terres et de l'argent. Son père était d'ailleurs anobli. C'est une découverte majeure, mais la vie de William Wallace nous réserve encore bien des surprises. Hollywood dépeint Braveheart comme une véritable machine de guerre. Pourtant, il n'a pas toujours combattu. Il aurait été destiné à devenir moine. C'est en tout cas ce que souhaitaient ses parents. Quand il quitte le foyer familial, son avenir semble tout tracé. Rien ne peut laisser entrevoir le destin sanglant et glorieux qu'il va connaître. En cherchant à retracer son parcours, nous découvrons des faits qui pourraient changer diamétralement ce que nous imaginions savoir de l'Écosse médiévale. Après avoir quitté ses parents, William aurait séjourné à l'abbaye de Paisley. C'est ici, dans ce lieu qui existe encore de nos jours, que le jeune homme aurait reçu son éducation religieuse, au sein de la communauté clunisienne, réputée pour ses édifices luxuriants et ostentatoires. L'abbaye de Paisley a été fondée par les Stuarts au XIIe siècle. Or, les Stuarts sont des proches de la famille Wallace. Cette abbaye était donc très certainement un endroit où les Wallace se rendaient régulièrement. Les études monastiques de William Wallace, garantissant un haut niveau d'érudition, auraient été entièrement financées par le chef du clan des Stuarts,
ce qui explique sa venue à Paisley. Le mode de vie chez les Clunisiens était typiquement monastique. Il fallait se lever avant l'aube. Beaucoup de temps était consacré à la prière, mais aussi aux leçons dans une multitude de matières. On leur enseignait l'écriture, la lecture, la théologie, les langues étrangères. Ils avaient accès à une éducation de très haut niveau pour l'époque. Au XIIIe siècle, l'abbaye de Paisley avait acquis une haute réputation. Ses moines dépendaient directement du pape. L'abbaye se dressait au centre d'un grand monastère protégé par des remparts. Elle était entourée de cloîtres et d'un grand nombre de bâtiments tels que des étables, des granges ou des écuries. Mais les moines ne vivaient pas reclus. Sous le sol, on a découvert un important réseau d'égouts. D'après des études récentes, ils desservaient tous les bâtiments principaux et drainaient les eaux usées du complexe. C'est grâce à ces égouts que l'on va découvrir l'incroyable ouverture sur le monde des moines de Paisley. Ces interconnexions sont restées insoupçonnées pendant des siècles. À l'origine, ces égouts étaient alimentés en grande partie par les latrines de l'abbaye. Lorsque les archéologues ont découvert ce réseau, le limon s'y était entassé depuis plus de 500 ans. En quelques semaines, toute la vase a été pompée. Il a fallu 3 mois pour la passer au crible. Des centaines d'artefacts, comme des boucles de ceinture ou des chevilles, ont été découverts. Voici un pot de chambre relativement bien conservé. Il est probable qu'un moine l'ait fait tomber dans les latrines par accident. Ces pots ne servaient pas uniquement à faire ses besoins. On pouvait également y mettre de quoi nettoyer les vêtements. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Une autre découverte permet de se faire une idée précise de l'ambiance sonore que pouvait entendre William Wallace à l'abbaye. C'est une partition à plusieurs voix. C'est d'ailleurs la plus ancienne partition de ce type qu'on ait retrouvée en Écosse. On y distingue 3 tons différents. Et le plus intéressant, c'est qu'il s'agissait sans doute d'une mélodie chantée par les chœurs du monastère. La présence de tissus venant du continent européen prouve que l'Écosse était loin d'être aussi isolée qu'on ne le pensait initialement. La découverte de restes d'épices et de plantes indique même des échanges à très grande échelle. Voilà la preuve que les Écossais avaient des interconnexions avec des pays très éloignés en dehors de l'Europe. Certains objets découverts proviennent du Moyen-Orient, d'Indonésie par exemple. Après le pompage de toute la boue et le triage minutieux des objets qu'elle contenait, reste une surprise de taille. Les égouts en eux-mêmes. Préservés des intempéries depuis 5 siècles, il s'agit d'un véritable chef-d'œuvre. C'est de la maçonnerie de premier ordre, de l'excellent travail. Leur réalisation a été confiée à des maîtres maçons, des ouvriers d'élite. Regardez chacun de ces blocs de pierre. Ils illustrent la grande maîtrise technique des hommes qui les ont mis en place. Les tailleurs de pierre étaient payés à la pièce. C'est pour cela qu'on retrouve leur signature sur chaque bloc. Hollywood avait dépeint une Écosse médiévale primitive et sanglante. À la lumière de ces découvertes, force est de constater que l'univers de Braveheart était bien plus raffiné. La découverte de ces égouts a totalement révolutionné ce que nous pensions savoir sur le mode de vie des Écossais médiévaux. À cette époque, le pouvoir du clergé était immense. Son siège écossais se trouvait ici, à la cathédrale de Glasgow. C'est probablement ici que William Wallace, le moine, est devenu Braveheart, le guerrier, après avoir rencontré l'homme qui allait changer à jamais sa destinée, Monseigneur Wishart. Cet évêque était très lié au gouvernement écossais. C'est lui qui apprendra à William Wallace la dégradation de la situation géopolitique et militaire de son pays. C'est également lui qui l'incitera à se battre pour l'Écosse.
La cathédrale de Glasgow est la seule en Écosse à avoir survécu à la Réforme. Sa construction a représenté un défi colossal. L'essentiel dans la construction d'une cathédrale était de bâtir l'édifice le plus haut possible. C'était une démonstration de force, tant sur le plan humain que financier. Il fallait un lieu à la hauteur de la toute-puissance de l'Église catholique. Sa construction s'étale du XIIIe au XVe siècle. Pour les maçons qui ne disposaient que d'outils rudimentaires, la tâche était surhumaine. Il n'y avait pas de papier pour tracer des plans. On les dessinait dans des bacs à sable. C'était le seul support disponible pour que chaque maçon, sculpteur ou tailleur de pierre sache quoi faire. Quant au matériel dont il disposait pour travailler, il s'agissait d'outils des plus simples, comme un marteau et un burin. Il fallait également trouver un moyen de hisser les blocs de pierre à plus de 30 mètres. Ils avaient mis au point une grue entraînée par ce qui ressemblait à une roue à hamster géante. Mais le défi le plus colossal était de faire en sorte que l'ensemble de l'édifice ne s'écroule pas sous le poids du clocher. Pour cela, les bâtisseurs ont utilisé une technique typique de l'architecture gothique, la croisée d'ogives. Les voûtes reposent sur des ogives croisées, appuyées sur des piliers qui permettent de soulager la contrainte supportée par les murs des édifices romans. Le but était que le visiteur vive une expérience spirituelle intense en pénétrant ici. L'aspect de cet édifice devait être bien différent à l'époque où William Wallace y est entré. Ses murs devaient être d'un blanc immaculé et ses ornements très colorés. C'est dans ce décor flamboyant que Braveheart a gagné le soutien de Monseigneur Wishart. L'évêque était l'une des plus grosses fortunes d'Écosse. Il gérait les revenus du diocèse. Il était en mesure de financer la rébellion emmenée par William Wallace. La principale préoccupation de l'évêque est d'assurer l'indépendance de son pays qu'il sait en danger. La guerre contre les Anglais est sur le point d'éclater. Il voit en William Wallace l'homme qui va incarner la lutte pour la liberté. Au printemps 1296, Braveheart voit l'armée anglaise se concentrer à la frontière écossaise, puis la traverser. C'est le début de la guerre. Les troupes ennemies prennent d'assaut les cités marchandes et les châteaux. La couronne anglaise était endettée au plus haut point. Il fallait trouver de l'argent et l'Écosse semblait être un excellent parti. Édouard Ier se bat sur tous les fronts. Il a besoin d'argent et de soldats pour mener ses croisades. Imaginez l'effet qu'a eu cette rumeur. Édouard Ier envahissait l'Écosse pour engager de force les hommes les plus forts du pays dans son armée et les envoyer sur d'autres fronts, sur le continent européen ou en croisade. Les villes tombent une à une aux mains de l'ennemi. La résistance est quasi nulle. L'invasion de l'Écosse aura été très rapide et brutale. Édouard Ier mène une guerre faite d'attaques éclairs et violentes afin de semer la terreur dans les lignes ennemies et de se garantir une résistance presque symbolique. Cette stratégie a payé. La progression de l'armée anglaise s'est faite quasiment sans encombre. Les Anglais ont maintenant dans leur ligne de mire la ville florissante de Lanark. De récentes études nous permettent maintenant de la reconstituer telle qu'elle devait être à l'époque. Elle sera le théâtre de 2 meurtres qui vont changer le cours de l'histoire. La ville n'a pas beaucoup changé depuis Braveheart. À l'origine, la rue principale était séparée en 2 par un ruisseau qui traversait toute la ville. Les bâtiments sont plus modernes maintenant, mais la configuration est restée la même. La rue principale est très large.
À l'époque, elle accueillait un immense marché. Lanark avait acquis le statut de municipalité royale. Sa réorganisation avait été calquée sur un modèle très précis. La ville s'articulait autour d'une vaste rue principale, desservie par des ruelles perpendiculaires. Les géomètres du roi se sont rendus sur place pour décider de l'emplacement du marché et délimiter la surface de chaque parcelle de terrain de façon très précise, à l'aide de cordes ou en creusant des fossés. Ce statut privilégié de municipalité royale est un immense succès. Lanark devient une plaque tournante du commerce européen et rapporte de substantiels revenus au roi. C'était une ville animée, dynamique, mais aussi bruyante et odorante. Tout au bout de l'artère principale, derrière le mur d'enceinte, se dressait l'église de St. Kentigern. D'après la légende, c'est là que William Wallace aurait rencontré Marion Bradfoot et qu'il l'aurait épousée. La rencontre de Brevard avec Marion et son mariage est une page importante de l'histoire d'Écosse. C'est en fait ici, à Lanark, que William Wallace s'est engagé dans la lutte pour la liberté de son pays. Si l'on en croit certains récits, le facteur déclenchant aurait été l'assassinat de Marion par des soldats anglais. C'est là que la légende et les faits avérés se mêlent. À Lanark, les Anglais étaient sur une poudrière. Le moindre faux pas pouvait faire exploser la situation. On n'en a pas la certitude, mais ce faux pas pourrait avoir été l'assassinat de Marion. Braveheart se rue tout droit au château de Lanark, face à la garnison de soldats anglais. On ne sait pas exactement où se tenait cette place forte, mais David Ross est très intéressé par une colline surplombant la région. Je suis dans un fossé qui pourrait être une ancienne douve du château de Lanark. Je pense qu'il était construit au sommet de cette colline, juste ici. Il devait être principalement en bois. Le château était situé sur une butte surélevée grâce à la terre retirée lors du creusement des douves. Il était défendu par une haute palissade le long de laquelle des soldats pouvaient prendre place. La tour du shérif dominait l'ensemble. Un pont-levis reliait le château à la basse-cour, où l'on trouvait les écuries, les installations militaires, ainsi que les bâtiments agricoles. Les fortifications en bois étaient très rapides à construire. C'était un élément très important à l'époque et elles étaient très solides. Ces constructions imposantes n'avaient pas qu'un intérêt stratégique, loin de là. Ces châteaux étaient le symbole du pouvoir féodal. On pouvait les voir à des kilomètres à la ronde. Et bien sûr, les Anglais ne se privaient pas d'y faire flotter leurs couleurs pour imposer leur domination. Si l'édifice peut paraître impressionnant, il n'est pas imprenable. En 1297, par une nuit d'été, Braveheart réussit l'impensable. Il parvient à pénétrer dans le château et fait face aux représentants de la couronne, le shérif Esselrig. William Wallace se serait introduit dans le château pour venger le meurtre de sa femme. Il se serait dressé face au shérif et lui aurait dit « Je suis Wallace, meurs, Esselrig ». Il aurait ensuite incendié le fort, le réduisant totalement en cendres. Le meurtre du shérif Esselrig est le premier fait d'armes de Braveheart. C'est à partir de cet instant que William Wallace fait son apparition dans les manuels d'histoire. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre à travers toute l'Angleterre. De jeunes hommes se sont ralliés à Braveheart. Ça a été le début de la guerre d'indépendance écossaise. Au cours de l'été 1297, William Wallace mène une véritable guérilla contre l'armée d'occupation. Mais c'est lors de la bataille du pont de Stirling qu'il force pour la première fois les Anglais à reculer.
Ça a été une victoire immense pour les Écossais. Elle a été suivie de l'expulsion des représentants anglais au gouvernement écossais. L'espoir de l'indépendance a refleuri. La guerre a changé de visage. L'envahisseur ne parvient plus à gagner du terrain. Au contraire, il en perd. Il fallait remporter toutes les batailles, bien sûr. Mais William Wallace avait compris que pour libérer l'Écosse, il fallait reprendre aux Anglais tous les châteaux qu'ils occupaient. Les châteaux écossais dominent le paysage. Ils sont le symbole de la puissance militaire et économique du pays. Ces forteresses ont subi l'outrage du temps, mais nous pouvons aujourd'hui reconstituer l'image de leur splendeur passée. Braveheart doit reprendre un à un tous les châteaux. À chaque fois, c'est un nouveau défi. Le premier d'entre eux, Loch Leven, a perdu de sa superbe, mais à l'époque, ses défenses naturelles le mettent à l'abri des envahisseurs. Il se trouve sur une île au milieu d'un lac. D'après la légende, c'est en le reprenant à l'ennemi que Braveheart a démontré son courage. Comme toujours, il combat en première ligne. William Wallace aurait traversé le lac à la nage et se serait emparé du bateau de la garnison. Il a dû nager dans des eaux très froides. Il a ensuite ramené le bateau jusqu'au rivage pour récupérer ses 18 hommes et ils ont débarqué ici. À l'époque, l'eau arrivait au pied des murailles. Les Écossais auraient facilement été à la merci des archers. Mais les Anglais ont tout misé sur la protection naturelle offerte par le lac. Les murailles ne mesurent que 5 mètres de haut. Ils ne sont pas préparés aux techniques de guérilla adoptées par Braveheart. Toute la garnison aurait été massacrée, mais ils auraient épargné les femmes et les enfants. Le plus extraordinaire pour moi, c'est de pouvoir revenir ici 7 siècles plus tard et de toucher les pierres que William Wallace a escaladées lors de cette attaque. La construction de cet édifice a dû représenter un défi immense. La plupart des gens sont émerveillés par les châteaux forts, mais ils n'imaginent pas la difficulté que leur construction a représentée. Les murailles de 2,40 m d'épaisseur sont constituées de 2 parois de pierre maçonnées enfermant une épaisseur de gravat. Les blocs de pierre brute étaient acheminés sur l'île où ils étaient taillés. Tous les documents relatant la construction du château ont été perdus. Et 700 ans plus tard, le climat écossais a détruit la plupart des indices. On a encore du mal à comprendre comment les bâtisseurs de cet édifice ont pu parvenir à leur fin. Pour répondre à cette question, il faut étudier un autre château fort de l'époque de Braveheart. Le mieux conservé est celui de Bothwell. Il n'était pas encore achevé lorsque les Anglais ont commencé à reculer en 1297. Mais un an plus tard, il a été l'un des plus difficiles à reconquérir pour Braveheart et ses hommes. Il est suffisamment bien conservé pour que l'on puisse se rendre compte de la résistance qu'il a opposée. Voici le château de Bothwell, peut-être le plus impressionnant de tous les châteaux forts écossais du XIIIe siècle. Il a été construit par William Murray. Il est magnifique. William Murray, surnommé William le Riche, était l'oncle d'Andrew Murray, le bras droit de Braveheart, tué à Stirling. Ce dernier avait donc une motivation personnelle pour reprendre cet édifice aux Anglais. Comme vous pouvez le voir, les murs semblent surgir de son soubassement. Tout le château a été bâti en grès rouge. Nous pouvons maintenant reconstituer ce château à partir de ses ruines. Le donjon était la partie centrale de l'édifice. Il s'agissait d'une tour imposante construite sur 4 niveaux. Les armes et la nourriture étaient stockées dans le sous-sol. Le rez-de-chaussée abritait une salle de banquet. Au premier, la salle commune des domestiques. Les appartements du châtelain se situaient au dernier niveau. Ils étaient aménagés comme une véritable suite
avec une vue imprenable sur la région. Certains détails permettent de se donner une idée du goût de William Murray. Cette avancée dans le mur, ce sont des toilettes. Elles étaient conçues pour que les excréments soient directement évacués du château. En observant leur face interne, ces imposants murs nous livrent le secret de leur construction. On distingue tout en haut des murailles des dentelures utilisées pour assurer les échafaudages. La présence de ces cavités indique que les échafaudages étaient scellés directement dans les murs. Un peu plus bas, on trouve des trous plus petits. Ils étaient utilisés pour accrocher les systèmes de levage servant à hisser les blocs de pierre. Un maître maçon devait être en charge de l'ensemble du chantier. Il supervisait les ouvriers. Mais c'est le commanditaire lui-même qui devait avoir le dernier mot. William Murray a engagé les meilleurs ouvriers d'Écosse. Il faisait appel aux techniques largement éprouvées partout en Europe. Chacun d'entre eux signait son œuvre. Ils ont érigé une muraille de 20 mètres de haut et de 5 mètres d'épaisseur avec meurtrière et machicoulis. Elle était prévue pour résister aux toutes dernières machines de guerre, les catapultes. Une fois les fortifications achevées, la cour et la chapelle, les cuisines, les dortoirs et les étables ont été bâtis. Ces murailles abritaient un véritable microcosme. Autant dire que la tâche s'annonçait ardue pour Braveheart et ses hommes. Nous savons aujourd'hui que William Murray rêvait d'une forteresse encore plus impressionnante. Devant la façade du château, il y a ces ruines recouvertes de végétation. C'est un peu comme si une partie des fortifications avait été volontairement détruite. Nous avons compris, en découvrant ces fondations, qu'en fait on avait prévu de construire ici une porte, gardée par deux imposantes tourelles. Nous sommes aujourd'hui en mesure de contempler le château tel qu'il aurait pu être. Cette place forte pentagonale s'étendait sur plus de 8 km². C'était l'une des plus vastes de toute l'Écosse. Ce château pouvait accueillir une véritable armée. Mais William Murray ne le verra jamais achevé. Il sera tué lors de la première vague d'invasion anglaise. Même partiellement construites, ces fortifications le rendent quasiment imprenable. Braveheart opte donc pour une autre stratégie de plus longue haleine, le siège. Il place ses hommes de façon à encercler Bothwell et va maintenir le blocus pendant 14 mois. Ce château est d'un tel intérêt stratégique qu'il sera à nouveau envahi puis libéré plusieurs fois les années suivantes. Il devient alors nécessaire de tout mettre en œuvre pour empêcher toute nouvelle invasion de la place forte, quitte à employer des moyens extrêmes pour en assurer la sécurité. On voit ici les ruines du Grand Donjon. Les Écossais ont choisi une solution radicale pour empêcher l'ennemi de s'en emparer à nouveau. Ils en ont abattu une partie. Il existe une autre place forte des plus importantes aux yeux de Braveheart. Stirling, le symbole de l'indépendance écossaise. Il ne reste aujourd'hui plus grand-chose de cet édifice monumental, mais voici à quoi il ressemblait il y a 700 ans. Le XIIIe siècle était l'âge d'or de la construction des châteaux forts en Écosse. Cette nouvelle génération était caractérisée par de solides défenses et de magnifiques demeures. Le château de Stirling se dresse à l'aplomb du pont où Braveheart a remporté sa première victoire décisive. Cette forteresse était d'un intérêt stratégique de premier ordre. Elle verrouillait le seul accès à toute la partie nord de l'Écosse. Si William Wallace veut expulser définitivement les Anglais, il doit prendre Stirling. Mais jusque-là, toute tentative d'assaut est restée vaine.
C'était l'endroit idéal où construire un château fort. On voit très bien pourquoi d'ici. Il est perché tout en haut d'une formation rocheuse d'origine volcanique, formée il y a près de 350 millions d'années. Le château domine la plaine à plus de 80 mètres de haut. Il est entouré de falaises abruptes. Mais bien plus qu'une forteresse, Stirling est le symbole de l'indépendance de l'Écosse. Pour mieux comprendre son importance, il faut se le représenter tel qu'il était à l'époque de Braveheart. Nous découvrirons ainsi que cet édifice réserve bien des surprises. Stirling était de fait le lieu de résidence idéal pour les souverains d'Écosse. On comprend en observant ce château pourquoi Stirling est l'ancienne capitale d'Écosse. Les façades des bâtiments surplombent directement la falaise. Cette partie était réservée aux hauts dignitaires et a reçu pendant des siècles les familles royales. Les souverains d'Écosse ont occupé ces lieux pendant plus de 2 siècles. Il était impensable pour un souverain de ne pas vivre dans le comble du luxe et du raffinement. Nous savons qu'à cette époque, le château de Stirling ne ressemblait en rien à l'imposante masse obscure qu'il est devenu. Les murs n'étaient certainement pas laissés bruts. On les recouvrait toujours d'une épaisseur de chaux. La plupart du temps, ils étaient également décorés d'ornements très colorés. Le rôle principal d'un château était d'exhiber à la vue de tous sa puissance économique et militaire. Stirling remplissait ces 2 objectifs à merveille. On a toujours tendance à penser que les châteaux ne sont que des forteresses, conçues uniquement pour résister aux assauts. Mais c'est loin d'être leur unique rôle. C'est également une façon de faire la démonstration de sa richesse, de faire connaître à tout le monde son statut. Quand Braveheart se lance à l'attaque du château, il a déjà un coup d'avance. Ses troupes ont pris le contrôle du pont. Les renforts anglais sont coincés sur l'autre rive. Les soldats encore en vie de la garnison de Stirling sont tellement terrifiés par Braveheart qu'ils se rendent en quelques jours. William Wallace contrôle désormais Stirling. La défaite totale de l'Angleterre est imminente. En moins d'1 an, le roi Édouard Ier décide de battre en retraite. Il se retrouve face à son ennemi près de Falkirk, à une quinzaine de kilomètres de Stirling. Cette fois, le roi d'Angleterre va utiliser une toute nouvelle arme pour reprendre l'avantage. Pour la première fois depuis plusieurs années, les Anglais reprennent le dessus grâce à leurs archers. Les Écossais sont pris sous une pluie de flèches et ne peuvent absolument rien faire. Braveheart survit. Mais cette défaite le conduira à une chute aussi rapide que le fut son ascension. Après la défaite de Falkirk, William Wallace rend son titre de gardien d'Écosse. Son autorité reposait sur ses succès militaires. Après avoir perdu cette bataille, il ne se sent plus l'étoffe d'un chef de guerre. Mais il n'abandonne pas la lutte pour autant. Il quitte l'Écosse pour chercher des soutiens politiques. L'année suivante, il s'est rendu en France pour chercher un appui auprès du roi et du pape. Mais en 1304, les châteaux écossais retombent un à un aux mains des Anglais. Braveheart retourne se battre en première ligne. Quelques mois plus tard, un de ses proches le trahit et le livre à l'ennemi. La cour anglaise le condamne pour trahison. William Wallace est traîné dans les rues de Smithfield, où il sera exécuté par pendaison, noyade et écartèlement. C'est peut-être après sa mort que Braveheart a eu le plus d'influence. Cette exécution barbare a redonné aux Écossais l'envie de se battre sans plus jamais baisser les bras. 42 ans plus tard, les Écossais finissent par remporter la guerre d'indépendance, poussés par le souvenir de leurs héros.
On ne peut le comparer à aucun autre personnage historique écossais. C'est quelqu'un qui a surgi de nulle part et qui est devenu un authentique symbole d'héroïsme pour tous ses compatriotes. L'univers de William Wallace a été le berceau de l'indépendance de l'Écosse. Son nom de guerre, Braveheart, est à jamais associé à son drapeau. 700 ans plus tard, cette nation honore toujours son héros. L'essentiel dans la construction d'une cathédrale était de bâtir l'édifice le plus haut possible. C'était une démonstration de force, tant sur le plan humain que financier. Il fallait un lieu à la hauteur de la toute-puissance de l'Église catholique. Sa construction s'étale du XIIIe au XVe siècle. Pour les maçons qui ne disposaient que d'outils rudimentaires, la tâche était surhumaine. Il n'y avait pas de papier pour tracer des plans. On les dessinait dans des bacs à sable. C'était le seul support disponible pour que chaque maçon, sculpteur ou tailleur de pierre sache quoi faire. Quant au matériel dont il disposait pour travailler, il s'agissait d'outils des plus simples, comme un marteau et un burin. Il fallait également trouver un moyen de hisser les blocs de pierre à plus de 30 mètres. Ils avaient mis au point une grue entraînée par ce qui ressemblait à une roue à hamster géante. Mais le défi le plus colossal était de faire en sorte que l'ensemble de l'édifice ne s'écroule pas sous le poids du clocher. Pour cela, les bâtisseurs ont utilisé une technique typique de l'architecture gothique, la croisée d'ogives. Les voûtes reposent sur des ogives croisées, appuyées sur des piliers qui permettent de soulager la contrainte supportée par les murs des édifices romans. Le but était que le visiteur vive une expérience spirituelle intense en pénétrant ici. L'aspect de cet édifice devait être bien différent à l'époque où William Wallace y est entré. Ses murs devaient être d'un blanc immaculé et ses ornements très colorés. C'est dans ce décor flamboyant que Braveheart a gagné le soutien de Monseigneur Wishart. L'évêque était l'une des plus grosses fortunes d'Écosse. Il gérait les revenus du diocèse. Il était en mesure de financer la rébellion emmenée par William Wallace. La principale préoccupation de l'évêque est d'assurer l'indépendance de son pays qu'il sait en danger. La guerre contre les Anglais est sur le point d'éclater. Il voit en William Wallace l'homme qui va incarner la lutte pour la liberté. Au printemps 1280, le château domine la plaine à plus de 80 mètres de haut. Il est entouré de falaises abruptes. Mais bien plus qu'une forteresse, Stirling est le symbole de l'indépendance de l'Écosse. Pour mieux comprendre son importance, il faut se le représenter tel qu'il était à l'époque de Braveheart. Nous découvrirons ainsi que cet édifice réserve bien des surprises. Stirling était de fait le lieu de résidence idéal pour les souverains d'Écosse.
On comprend en observant ce château pourquoi Stirling est l'ancienne capitale d'Écosse. Les façades des bâtiments surplombent directement la falaise. Cette partie était réservée aux hauts dignitaires et a reçu pendant des siècles les familles royales. Les souverains d'Écosse ont occupé ces lieux pendant plus de 2 siècles. Il était impensable pour un souverain de ne pas vivre dans le comble du luxe et du raffinement. Nous savons qu'à cette époque, le château de Stirling ne ressemblait en rien à l'imposante masse obscure qu'il est devenu. Les murs n'étaient certainement pas laissés bruts. On les recouvrait toujours d'une épaisseur de chaux. La plupart du temps, ils étaient également décorés d'ornements très colorés. Le rôle principal d'un château était d'exhiber à la vue de tous sa puissance économique et militaire. Stirling remplissait ces 2 objectifs à merveille. On a toujours tendance à penser que les châteaux ne sont que des forteresses, conçues uniquement pour résister aux assauts. Mais c'est loin d'être leur unique rôle. C'est également une façon de faire la démonstration de sa richesse, de faire connaître à tout le monde son statut. Quand Braveheart se lance à l'attaque du château, il a déjà un coup d'avance. Ses troupes ont pris le contrôle du pont. Les renforts anglais sont coincés sur l'autre rive. Les soldats encore en vie de la garnison de Stirling sont tellement terrifiés par Braveheart qu'ils se rendent en quelques jours. William Wallace contrôle désormais Stirling. La défaite totale de l'Angleterre est imminente. En moins d'1 an, le roi Édouard Ier décide de battre en retraite. Il se retrouve face à son ennemi près de Falkirk, à une quinzaine de kilomètres de Stirling. Cette fois, le roi d'Angleterre va utiliser une toute nouvelle arme pour reprendre l'avantage. Pour la première fois depuis plusieurs années, les Anglais reprennent le dessus grâce à leurs archers. Les Écossais sont pris sous une pluie de flèches et ne peuvent absolument rien faire. Le XIIIe siècle était l'âge d'or de la construction des châteaux forts en Écosse. Cette nouvelle génération était caractérisée par de solides défenses et de magnifiques demeures. Le château de Stirling se dresse à l'aplomb du pont où Braveheart a remporté sa première victoire décisive. Cette forteresse était d'un intérêt stratégique de premier ordre. Elle verrouillait le seul accès à toute la partie nord de l'Écosse. Si William Wallace veut expulser définitivement les Anglais, il doit prendre Stirling. Mais jusque-là, toute tentative d'assaut est restée vaine. C'était l'endroit idéal où construire un château fort. On voit très bien pourquoi d'ici. Il est perché tout en haut d'une formation rocheuse d'origine volcanique, formée il y a près de 350 millions d'années. Le château domine la plaine à plus de 80 mètres de haut. Il est entouré de falaises abruptes. Mais bien plus qu'une forteresse, Stirling est le symbole de l'indépendance de l'Écosse. Pour mieux comprendre son importance, il faut se le représenter tel qu'il était à l'époque de Braveheart. Nous découvrirons ainsi que cet édifice réserve bien des surprises. Stirling était de fait le lieu de résidence idéal pour les souverains d'Écosse. On comprend en observant ce château pourquoi Stirling est l'ancienne capitale d'Écosse. Les façades des bâtiments surplombent directement la falaise. Cette partie était réservée aux hauts dignitaires et a reçu pendant des siècles les familles royales. Les souverains d'Écosse ont occupé ces lieux pendant plus de 2 siècles. Il était impensable pour un souverain de ne pas vivre dans le comble du luxe et du raffinement. Nous savons qu'à cette époque, le château de Stirling ne ressemblait en rien à l'imposante masse obscure qu'il est devenu. Les murs n'étaient certainement pas laissés bruts. On les recouvrait toujours d'une épaisseur de chaux. La plupart du temps, ils étaient également décorés d'ornements très colorés. Le rôle principal d'un château était d'exhiber à la vue de tous sa puissance économique et militaire.
Stirling remplissait ces deux objectifs à merveille. On a toujours tendance à penser que les châteaux ne sont que des forteresses, conçues uniquement pour résister aux assauts. Mais c'est loin d'être leur unique rôle. C'est également une façon de faire la démonstration de sa richesse, de faire connaître à tout le monde son statut. Quand Brave C'était l'endroit idéal où construire un château fort. On voit très bien pourquoi d'ici. Il est perché tout en haut d'une formation rocheuse d'origine volcanique, formée il y a près de 350 millions d'années. Le château domine la plaine à plus de 80 mètres de haut. Il est entouré de falaises abruptes. Mais bien plus qu'une forteresse, Stirling est le symbole de l'indépendance de l'Écosse. Pour mieux comprendre son importance, il faut se le représenter tel qu'il était à l'époque de Braveheart. Nous découvrirons ainsi que cet édifice réserve bien des surprises. Stirling était de fait le lieu de résidence idéal pour les souverains d'Écosse. On comprend en observant ce château pourquoi Stirling est l'ancienne capitale d'Écosse. Les façades des bâtiments surplombent directement la falaise. Cette partie était réservée aux hauts dignitaires et a reçu pendant des siècles les familles royales. Les souverains d'Écosse ont occupé ces lieux pendant plus de 2 siècles. Il était impensable pour un souverain de ne pas vivre dans le comble du luxe et du raffinement. Nous savons qu'à cette époque, le château de Stirling ne ressemblait en rien à l'imposante masse obscure qu'il est devenu. Les murs n'étaient certainement pas laissés bruts. On les recouvrait toujours d'une épaisseur de chaux. La plupart du temps, ils étaient également décorés d'ornements très colorés. Le rôle principal d'un château était d'exhiber à la vue de tous sa puissance économique et militaire. Stirling remplissait ces deux objectifs à merveille. On a toujours tendance à penser que les châteaux ne sont que des forteresses, conçues uniquement pour résister aux assauts. Mais c'est loin d'être leur unique rôle. C'est également une façon de faire la démonstration de sa richesse, de faire connaître à tout le monde son statut. Quand Braveheart se lance à l'attaque du château, il a déjà un coup d'avance. Ses troupes ont pris le contrôle du pont. Les renforts anglais sont coincés sur l'autre rive. Les soldats encore en vie de la garnison de Stirling sont tellement terrifiés par Braveheart qu'ils se rendent en quelques jours. William Wallace contrôle désormais Stirling. La défaite totale de l'Angleterre est imminente. En moins d'1 an, le roi Édouard Ier décide de battre en retraite. Il se retrouve face à son ennemi près de Falkirk, à une quinzaine de kilomètres de Stirling. Cette fois, l'aspect de cet édifice devait être bien différent à l'époque où William Wallace y est entré. Ses murs devaient être d'un blanc immaculé et ses ornements très colorés. C'est dans ce décor flamboyant que Braveheart a gagné le soutien de Monseigneur Wishart. L'évêque était l'une des plus grosses fortunes d'Écosse. Il gérait les revenus du diocèse. Il était en mesure de financer la rébellion emmenée par William Wallace. La principale préoccupation de l'évêque est d'assurer l'indépendance de son pays qu'il sait en danger. La guerre contre les Anglais est sur le point d'éclater. Il voit en William Wallace l'homme qui va incarner la lutte pour la liberté. Au printemps 1296, Braveheart voit l'armée anglaise se concentrer à la frontière écossaise, puis la traverser. C'est le début de la guerre. Les troupes ennemies prennent d'assaut les cités marchandes et les châteaux.
La couronne anglaise était endettée au plus haut point. Il fallait trouver de l'argent et l'Écosse semblait être un excellent parti. Édouard Ier se bat sur tous les fronts. Il a besoin d'argent et de soldats pour mener ses croisades. Imaginez l'effet qu'a eu cette rumeur. Édouard Ier envahissait l'Écosse pour engager de force les hommes les plus forts du pays dans son armée et les envoyer sur d'autres fronts, sur le continent européen ou en croisade. Les villes tombent une à une aux mains de l'ennemi. La résistance est quasi nulle. L'invasion de l'Écosse aura été très rapide et brutale. Édouard Ier mène une guerre faite d'attaques éclairs et violentes afin de semer la terreur dans les lignes ennemies et de se garantir une résistance presque symbolique. Cette stratégie a payé. La progression de l'armée anglaise s'est faite quasiment sans encombre. Les Anglais ont maintenant dans leur ligne de mire la ville florissante de Lanark. De récentes études nous permettent maintenant de la reconstituer telle qu'elle devait être à l'époque. Elle sera le théâtre de 2 meurtres qui vont changer le cours de l'histoire. La ville n'a pas beaucoup changé depuis Brevard. À l'origine, la rue principale était séparée en 2 par un ruisseau qui traversait toute la ville. Les bâtiments sont plus modernes maintenant, mais la configuration Ils étaient également décorés d'ornements très colorés. Le rôle principal d'un château était d'exhiber à la vue de tous sa puissance économique et militaire. Stirling remplissait ces 2 objectifs à merveille. On a toujours tendance à penser que les châteaux ne sont que des forteresses, conçues uniquement pour résister aux assauts. Mais c'est loin d'être leur unique rôle. C'est également une façon de faire la démonstration de sa richesse, de faire connaître à tout le monde son statut. Quand Braveheart se lance à l'attaque du château, il a déjà un coup d'avance. Ses troupes ont pris le contrôle du pont. Les renforts anglais sont coincés sur l'autre rive. Les soldats encore en vie de la garnison de Stirling sont tellement terrifiés par Braveheart qu'ils se rendent en quelques jours. William Wallace contrôle désormais Stirling. La défaite totale de l'Angleterre est imminente. En moins d'1 an, le roi Édouard Ier décide de battre en retraite. Il se retrouve face à son ennemi près de Falkirk, à une quinzaine de kilomètres de Stirling. Cette fois, le roi d'Angleterre va utiliser une toute nouvelle arme pour reprendre l'avantage. Pour la première fois depuis plusieurs années, les Anglais reprennent le dessus grâce à leurs archers. Les Écossais sont pris sous une pluie de flèches et ne peuvent absolument rien faire. Braveheart survit. Mais cette défaite le conduira à une chute aussi rapide que le fut son ascension. Après la défaite de Falkirk, William Wallace rend son titre de gardien d'Écosse. Son autorité reposait sur ses succès militaires. Après avoir perdu cette bataille, il ne se sent plus l'étoffe d'un chef de guerre. Mais il n'abandonne pas la lutte pour autant. Il quitte l'Écosse pour chercher des soutiens politiques. L'année suivante, il s'est rendu en France pour chercher un appui auprès du roi et du pape. Mais en 1304, les châteaux écossais retombent un à un aux mains des Anglais. Braveheart retourne se battre en première ligne. Quelques mois plus tard, un de ses proches le trahit et le livre à l'ennemi. La cour anglaise le condamne pour trahison. William Wallace est traîné dans les rues de Smithfield, où il sera exécuté par pendaison, noyade et écartèlement. C'est peut-être après sa mort que Braveheart a agi comme une véritable suite, avec une vue imprenable sur la région. Certains détails permettent de se donner une idée du goût de William Murray. Cette avancée dans le mur, ce sont des toilettes. Elles étaient conçues pour que les excréments soient directement évacués du château. En observant leur face interne, ces imposants murs nous livrent le secret de leur construction.
On distingue tout en haut des murailles des dentelures utilisées pour assurer les échafaudages. La présence de ces cavités indique que les échafaudages étaient scellés directement dans les murs. Un peu plus bas, on trouve des trous plus petits. Ils étaient utilisés pour accrocher les systèmes de levage servant à hisser les blocs de pierre. Un maître maçon devait être en charge de l'ensemble du chantier. Il supervisait les ouvriers. Mais c'est le commanditaire lui-même qui devait avoir le dernier mot. William Murray a engagé les meilleurs ouvriers d'Écosse. Il faisait appel aux techniques largement éprouvées partout en Europe. Chacun d'entre eux signait son œuvre. Ils ont érigé une muraille de 20 mètres de haut et de 5 mètres d'épaisseur avec meurtrière et machicoulis. Elle était prévue pour résister aux toutes dernières machines de guerre, les catapultes. Une fois les fortifications achevées, la cour et la chapelle, les cuisines, les dortoirs et les étables ont été bâtis. Ces murailles abritaient un véritable microcosme. Autant dire que la tâche s'annonçait ardue pour Braveheart et ses hommes. Nous savons aujourd'hui que William Murray rêvait d'une forteresse encore plus impressionnante. Devant la façade du château, il y a ces ruines, recouvertes de végétation. C'est un peu comme si une partie des fortifications avait été volontairement détruite. Nous avons compris, en découvrant ces fondations, qu'en fait on avait prévu de construire ici une porte, gardée par 2 imposantes tourelles. Nous sommes aujourd'hui en mesure de contempler le château tel qu'il aurait pu être. Cette place forte pentagonale s'étendait sur plus de 8 km². C'était l'une des plus vastes de toute l'Écosse. Ce château pouvait accueillir une véritable armée. Mais William Murray ne le verra jamais achevé. Il sera tué lors de la première vague d'invasion anglaise. Même partiellement construites, ces fortifications le rendent quasiment imprenable. Braveheart opte donc pour une autre stratégie de plus longue haleine. Le XIIIe siècle était l'âge d'or de la construction des châteaux forts en Écosse. Cette nouvelle génération était caractérisée par de solides défenses et de magnifiques demeures. Le château de Stirling se dresse à l'aplomb du pont où Braveheart a remporté sa première victoire décisive. Cette forteresse était d'un intérêt stratégique de premier ordre. Elle verrouillait le seul accès à toute la partie nord de l'Écosse. Si William Wallace veut expulser définitivement les Anglais, il doit prendre Stirling. Mais jusque-là, toute tentative d'assaut est restée vaine. C'était l'endroit idéal où construire un château fort. On voit très bien pourquoi d'ici. Il est perché tout en haut d'une formation rocheuse d'origine volcanique, formée il y a près de 350 millions d'années. Le château domine la plaine à plus de 80 mètres de haut. Il est entouré de falaises abruptes. Mais bien plus qu'une forteresse, Stirling est le symbole de l'indépendance de l'Écosse. Pour mieux comprendre son importance, il faut se le représenter tel qu'il était à l'époque de Braveheart. Nous découvrirons ainsi que cet édifice réserve bien des surprises. Stirling était de fait le lieu de résidence idéal pour les souverains d'Écosse. On comprend en observant ce château pourquoi Stirling est l'ancienne capitale d'Écosse. Les façades des bâtiments surplombent directement la falaise. Cette partie était réservée aux hauts dignitaires et a reçu pendant des siècles les familles royales. Les souverains d'Écosse ont occupé ces lieux pendant plus de 2 siècles. Il était impensable pour un souverain de ne pas vivre dans le comble du luxe et du raffinement. Nous savons qu'à cette époque, le château de Stirling ne ressemblait en rien à l'imposante masse obscure qu'il est devenu. Les murs n'étaient certainement pas laissés bruts. On les recouvrait toujours d'une épaisseur de chaux. La plupart du temps, ils étaient également décorés d'ornements très colorés.
Le rôle principal d'un château était d'exhiber à la vue de tous sa puissance économique et militaire. Stirling remplissait ces deux objectifs à merveille. On a toujours tendance à penser que les châteaux ne sont que des forteresses, conçues uniquement pour résister aux assauts. Mais c'est loin d'être leur unique rôle. C'est également une façon de faire la démonstration de sa richesse, de faire connaître à tout le monde son statut. Quand Braveheart se lance à l'attaque du château, il a déjà Il exhibait sa fortune à travers l'utilisation du bois comme matériau de construction, alors qu'il coûtait très cher. Braveheart n'était donc pas issu de n'importe quelle famille. Ses parents possédaient à la fois des terres et de l'argent. Son père était d'ailleurs anobli. C'est une découverte majeure, mais la vie de William Wallace nous réserve encore bien des surprises. Hollywood dépeint Braveheart comme une véritable machine de guerre. Pourtant, il n'a pas toujours combattu. Il aurait été destiné à devenir moine. C'est en tout cas ce que souhaitaient ses parents. Quand il quitte le foyer familial, son avenir semble tout tracé. Rien ne peut laisser entrevoir le destin sanglant et glorieux qu'il va connaître. En cherchant à retracer son parcours, nous découvrons des faits qui pourraient changer diamétralement ce que nous imaginions savoir de l'Écosse médiévale. Après avoir quitté ses parents, William aurait séjourné à l'abbaye de Paisley. C'est ici, dans ce lieu qui existe encore de nos jours, que le jeune homme aurait reçu son éducation religieuse, au sein de la communauté clunisienne, réputée pour ses édifices luxuriants et ostentatoires. L'abbaye de Paisley a été fondée par les Stuarts au XIIe siècle. Or, les Stuarts sont des proches de la famille Wallace. Cette abbaye était donc très certainement un endroit où les Wallace se rendaient régulièrement. Les études monastiques de William Wallace, garantissant un haut niveau d'érudition, auraient été entièrement financées par le chef du clan des Stuarts, ce qui explique sa venue à Paisley. Le mode de vie chez les Clunisiens était typiquement monastique. Il fallait se lever avant l'aube, beaucoup de temps était consacré à la prière, mais aussi aux leçons dans une multitude de matières. On leur enseignait l'écriture, la lecture, la théologie, les langues étrangères. Ils avaient accès à une éducation de très haut niveau pour l'époque. Au XIIIe siècle, l'abbaye de Paisley avait acquis une haute réputation. Ses moines dépendaient directement du pape. L'abbaye se dressait au centre d'un grand monastère protégé par des remparts. Elle était entourée de cloîtres et d'un grand nombre de bâtiments tels que des étables, des granges ou des écuries. Mais les moines ne vivaient pas reclus. Sous le sol, On voit ici les ruines du grand donjon. Les Écossais ont choisi une solution radicale pour empêcher l'ennemi de s'en emparer à nouveau. Ils en ont abattu une partie. Il existe une autre place forte des plus importantes aux yeux de Braveheart. Stirling, le symbole de l'indépendance écossaise. Il ne reste aujourd'hui plus grand-chose de cet édifice monumental. Mais voici à quoi il ressemblait il y a 700 ans. Le XIIIe siècle était l'âge d'or de la construction des châteaux forts en Écosse. Cette nouvelle génération était caractérisée par de solides défenses et de magnifiques demeures. Le château de Stirling se dresse à l'aplomb du pont où Braveheart a remporté sa première victoire décisive. Cette forteresse était d'un intérêt stratégique de premier ordre. Elle verrouillait le seul accès à toute la partie nord de l'Écosse. Si William Wallace veut expulser définitivement les Anglais, il doit prendre Stirling.
Mais jusque-là, toute tentative d'assaut est restée vaine. C'était l'endroit idéal où construire un château fort. On voit très bien pourquoi d'ici. Il est perché tout en haut d'une formation rocheuse d'origine volcanique, formée il y a près de 350 millions d'années. Le château domine la plaine à plus de 80 mètres de haut. Il est entouré de falaises abruptes. Mais bien plus qu'une forteresse, Stirling est le symbole de l'indépendance de l'Écosse. Pour mieux comprendre son importance, il faut se le représenter tel qu'il était à l'époque de Braveheart. Nous découvrirons ainsi que cet édifice réserve bien des surprises. Stirling était de fait le lieu de résidence idéal pour les souverains d'Écosse. On comprend en observant ce château pourquoi Stirling est l'ancienne capitale d'Écosse. Les façades des bâtiments surplombent directement la falaise. Cette partie était réservée aux hauts dignitaires et a reçu pendant des siècles les familles royales. Les souverains d'Écosse ont occupé ces lieux pendant plus de 2 siècles. Il était impensable pour un souverain de ne pas vivre dans le comble du luxe et du raffinement. Nous savons qu'à cette époque, le château de Stirling ne ressemblait en rien à l'imposante masse obscure qu'il est devenu. Les murs n'étaient